Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. On est prêt ? On est prêt, allez. Oui ? On est prêt. Soyez prête. Ah oui, c'est ça. Troisième et dernière partie de notre échange pour conclure ce podcast. Bon, il y aura peut-être des épisodes, je l'ai pas dit ça en intro précédemment. Moi, je me laisse libre si selon Fais-le à la fin, non ? Enfin, on fait comme tu veux. Non, je vais le faire là. Okay. Non, parce qu'en fait, je me dis qu'il y a des gens qui vont se désabonner et se dire bon bah il y a pas besoin en fait le podcast est terminé en fait. Et moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y aura peut-être des épisodes qui vont sortir parce que je fais des rencontres sur le sujet de la sexualité. Moi je garde vachement de l'élan et de la joie à la thématique du podcast. On est en train de déplier. Vous êtes mes amis chéris. Adrien, Baptiste, Victor. Très gentiment, vous m'avez proposé de m'accompagner pour ces derniers épisodes. J'étais un peu perdu, je savais pas comment conclure. Et l'idée, c'est que vous me posez des questions et vous réagissez aussi, mais on déplie comment, pendant 4 ans et 380 épisodes, ce podcast a changé mon intime sexuel, amoureux, les clés que ça m'a données. Et je trouve ça chouette, parce que je pense qu'il y a des gens que ça peut inspirer ou intéresser. Et on était en train de déplier différentes thématiques et là on est sur la dernière et c'est comment le podcast m'a donné des référentiels joyeux. Et ça, pour en dire 2 mots, en fait qu'est-ce que j'étais seul il y a 4 ans, seul sans vous. C'est sûr, mais vraiment moi si j'avais un conseil à petit Guillaume de il y a 4 ans, bon il n'était pas si petit que ça, hein, il avait 35 ans mais je pense que j'avais de l'homophobie internalisée, donc j'aimais pas trop les autres homosexuels, les autres gays. J'avais un peu je m'aimais pas, je nous aimais pas, j'aimais pas ça. Je sais, c'est triste, hein, franchement, je suis désolé, mais... Et en fait, en cheminant, j'ai trouvé qu'on était des êtres exceptionnels et géniaux. Et j'ai vu la différence de se raconter entre nous. Mais c'est le jour et la nuit, quoi. J'avais des potes hétéros et j'étais pas à l'aise, et même des gens très sympas, quoi. En fait, des premiers concernés, tu te mets à devoir répondre à leurs questions, ils comprennent pas, ils ont pas les mêmes codes, ils ont pas les mêmes trucs, donc en fait, tu mets pas mal de temps à essayer de créer un lien. C'est pas impossible, hein. Je dis pas du tout que... Mais moi, en tout cas, j'y parvenais pas. Donc, j'aime trop finir avec vous aussi parce que, quelque part, ça célèbre notre amitié et à quel point elle transforme ma vie, quoi. Aujourd'hui, ça change tout d'être accompagné par des gens qui traversent des choses similaires. C'est vraiment bête, hein, je suis désolé, mais... Non, c'est pas bête, mais c'est aussi une espèce de culture commune, quoi, de référence, non ? Commun ? Le fait qu'on discute tous les 4, quand on arrive à se retrouver avec nos emplois du temps, le fait qu'on arrive à se raconter un peu... nos histoires respectives qui sont toutes différentes avec nos amants, nos amoureux, nos plans cul, en fait on a partagé aussi grâce à ce podcast un langage commun, quoi. Non ? Grave, vocabulaire commun et j'ai pas peur d'avoir honte. Parce que même face à quelqu'un de pas concerné, je peux avoir peur d'avoir honte. Et ça, je trouve qu'une de nos forces, c'est d'être justement en accueil de l'autre, dis-moi ce qui se passe pour toi, en fait. Et dis-moi ce qui se passe pour toi qui te rend hyper joyeux et fier, mais aussi ce qui te rend honteux. Et je trouve que ça, c'est ça la force du truc, quoi. Et ouais, comme tu dis, on fait rien pas de grande messe, on se retrouve, et puis on se raconte, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment, quoi. Quelles sont tes galères sexuelles, ou pas tes galères, mais à quoi ressemble ta vie sexuelle, à quoi te ressemble ta vie romantique, s'il y en a une, à quoi ressemblent tes amitiés, tes liens familiaux aussi, comme on parlait tout à l'heure.
tout ça, quoi. Avec la nuance que on a des envies communes, c'est-à-dire, je pense que aucun de nous n'est traditionnaliste. Tu vois, aucun de nous n'est jugeant. Tu vois, on a tous envie d'avoir une sexualité multiple et riche. Je pense qu'on partage des valeurs communes sur nos chemins d'épanouissement. Je pense qu'il existe, moi je les connais pas très bien, mais il y a des gays qui vont te dire ah bah ouais, t'as chopé une MST, bah ouais, faut pas courir à gauche à droite, quoi. Tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché. Il y a des gays de droite, quoi. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que toi, dans les 380 épisodes que t'as fait, est-ce que t'as senti de moments des jugements de gens que t'as interrogés? À mon égard? Ouais. Non, mais quand tu dis ça, je me dis, je devrais pas dire il y a des gays de droite, parce que je trouve que c'est vraiment débile. C'est la binarité jugeante. Mais non, est-ce que... 30% des gays qui votent RN. Hein. Désolé, c'est des chiffres, ouais, je c'est sais, des vrais ouais. chiffres. Et là, on a Mais du mal à pas être dans le jugement. Ouais, je trouve que c'est compliqué d'arriver à faire communauté. Hein. Putain. Je sais qu'il faut pas s'agresser les uns les autres parce qu'on n'arrive pas à s'entendre si on s'agresse, mais il y a aussi un moment donné où il y a un niveau de violence que ça crée et tout, la réalité politique. Bon, non, moi j'ai jamais été... Non, moi j'ai rencontré que des gens qui savaient qu'ils allaient témoigner et du coup qui me donnaient un crédit. Il y avait vraiment le jeu du... Tu sais, comment on dit quand on projette sur son thérapeute? Le transfert. Le transfert, ouais, était très très puissant. Très très puissant. Et d'ailleurs, fallait que je fasse attention à prendre soin de, tu vois, de pas moi. Et je pense que j'ai souvent, certainement pas assez bien fait, mais tu sais, j'oriente la conversation et la personne me donne tellement de crédit qu'elle se laisse désorienter par là où je vais et elle n'arrive pas à me dire non, là, tu t'emballes, Guillaume. Il y en a qui y sont arrivés, mais. Donc, non, jamais de jugement. Et si, il y a plein de gens qui m'aimaient pas du tout. Mais soit ils me le disaient pas, soit ils me le disaient rarement par message, ouais. Mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur on a une culture commune, on a une envie commune. Moi, je dirais plus que c'est une curiosité, parce que je sais pas si on avait vraiment à la base des envies forcément communes, mais on s'est rencontrés, on s'est enrichis de nos différents parcours, et ça a influencé dans quelle direction on allait, tu vois. Genre, moi, avant de vous rencontrer, j'avais pas une envie, par exemple, d'être en couple ouvert, et puis aujourd'hui, je suis en couple ouvert, et voilà. Et c'était pas une envie de base, mais c'était vraiment l'ouverture à ça. Oui, mais on choisit nos cocons qui nous aident à nous épanouir, tu vois. Ouais. Alors, on a compris les uns les autres qu'on se porte vers une sexualité ouverte, plurielle, que si l'un de nous dit qu'il est en couple fermé, il y a aucun problème. Ouais. Mais je pense que si tu avais envie de t'épanouir dans un endroit plus hétéronormé, plus moi je veux une sexualité normale, si tu avais dit ces deux termes horribles, enfin ce terme horrible de normal, tu n'aurais pas continué à manger des gaufres au sirop d'érable, tu vois, t'aurais pas répondu. Tu vois ce que je veux dire, je pense que... Et moi... attends, non, vas-y, bien sûr. Parce que c'est très lié à ce que tu as dit tout à l'heure sur... Avant, j'avais pas d'amis gays, et moi c'est exactement pareil. Avant vous, j'avais pas d'amis queer ou gays, et en fait, donc j'avais pas vraiment accès à ces référentiels, et je savais même pas que ça existait, et donc c'est par la rencontre que on se construit cette ouverture-là, et peut-être cette envie de tester, etc. Et je pense que en fait, avoir envie d'une sexualité normale avec les guillemets, en fait c'est je vais essayer de le dire de manière pas jugeante, mais c'est souvent, j'imagine, faute de connaître et d'avoir expérimenté autre chose, d'avoir osé expérimenter autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup avec les apéroditeurs. Ouais. Moi, j'ai pas compris pourquoi ça a essaimé autant, parce que pour moi, c'est dans des villes où il y a déjà des associations LGBT. Donc, j'étais un peu, tu vois, je me disais, bah... Et en fait, c'est des espaces et des endroits où les gens peuvent vivre leur sensibilité, leur vulnérabilité. J'imagine, c'est pas tout noir ou tout blanc, et je suis sûr qu'il y a des gens avec qui ça fit pas et que ça marche pas et tout. Et il n'y a pas non plus d'injonction à devoir être vulnérable et tout, mais c'est quand même des espaces, contrairement à, par exemple, Grindr, où là, il y a un niveau de base de violence que les gens me racontent et que moi, je vis. C'est plus dur, tu vois, d'être vulnérable sur Grindr, je crois. C'est designé pour, quoi. C'est designé pour consommer, quoi.
Et donc, exactement le design, j'aime bien que tu emploies ce terme-là, parce que quand on parle de culture, je pense qu'on pourrait aussi parler de design, c'est-à-dire quand on réfléchit nos espaces, où on a envie de parler de sexualité ou d'être vulnérable, qui les design et qui chope l'argent. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'avais trop envie que les apéroditeurs, c'est gratuit. Bon, bah après, il faut peut-être payer une conso parce qu'il y a le lieu du bar et tout. Et le design, c'est les petites questions. Et en fait, tu as une carte avec 2 niveaux de questions, une plus simple et l'autre plus intime, pour pas non plus forcer les gens, tu vois, à dire des trucs qui est trop tôt, pas bien et tout, quoi. Moi, dans cette... Dans ce point sur les référentiels, j'ai envie de parler un peu de tantra avec toi, Baptiste, et des faits. Tantra, moi c'est quelque chose, parce que j'ai il y a des auditeurs qui m'envoient du coup des messages par rapport à ton épisode ou par rapport au sujet. Et moi j'en ai un peu fait avec toi, mais je reconnais que là aujourd'hui depuis tout un temps j'en ai plus fait. Donc faire du tantra, bon, faut aller écouter les épisodes, mais c'est en gros l'idée de comment je peux me connecter différemment, ou comment je me connecte à moi et à l'autre. Dans le tantra, ça offre des espaces où il n'y aura pas de génitalité, de sexualité, sauf annoncé, il n'y a même pas de nudité toujours, mais ça va être par de la danse, de la respiration, des échanges ou du toucher. Et moi, ça m'a au final pas tant parlé que ça, comme si ça venait pas correspondre à quelque chose dont j'avais besoin. Et au contraire, j'ai plus développé les rencontres via Grindr ou les rencontres sexuelles, où en fait je parlais plus de sensualité et où tu vois, j'ai arrêté les plans cul direct. En fait, tu vas recevoir quelqu'un chez moi à qui j'ai jamais parlé. Non, j'ai envie d'entendre sa voix, de sentir l'énergie. Donc tu vois, dire on fait une visio, où on se fait un café, même si ça dure pas longtemps. Et après, dans le rapport sexuel, dire comment j'aime, ce que j'aime, conduire, me laisser conduire. Mais je trouve que quand même, le tantra... Ben là, j'y retourne. Je fais un week-end... quand même, je fais un week-end là, dans quelques semaines, parce que je trouve que ça attire des gens qui ont de la conscience et de l'envie de conscience. Et ça me plaît. Je pense que c'est le public qui me plaît. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et il faut faire du tantra avec Baptiste. Redonne ton nom, fais ta pub. Alors, moi, je vais te donner ma définition du tantra, parce que si tu veux. Quand on parle de tantra avec une parole publique, si je peux le dire. Pour moi, le tantra, c'est une approche de la vie. Et en fait, c'est un truc très global. C'est où tout ce qui est dans la vie, eh ben, on peut l'approcher de manière tantrique. Et où on cherche juste à faire 2 choses. On cherche à être plus conscient dans sa vie et être plus vivant dans sa vie. Consciente, vivante. Et ça, en fait, ça passe par la détente, ça passe par la vitalité, en fait. Et comme on inclut tout, et ben, en fait, on inclut autant discuter, là, faire un épisode de podcast que faire caca, que coucher avec quelqu'un. Tout ça, c'est des expériences de conscience. Et donc, tout ça, on peut aller les travailler de manière tantrique, en fait. Et donc c'est pour ça que nous en Occident on focus pas mal sur l'aspect sexualité, parce que c'est la seule voie de conscience qui inclut la sexualité, qui fait la part belle à la sexualité, parce que la part qu'elle mérite, quoi. Voilà, bon, ça c'était pas parce que quand mais t'inquiète. J'avais envie de mettre les points sur les i. Et donc moi j'anime du tantra queer, ça s'appelle Tantra O, la lettre avec un accent circonflexe. Je suis sur Instagram et Facebook. Et voilà, et j'ai à cœur de transmettre cette voix-là. Et c'est clair que ça a des effets un peu proches de ce qu'on peut... Alors, ce que tu vas dire sur les faits, probablement, c'est des choses que moi, j'ai d'abord vécu avec le tantra. Et ça a des effets, en effet, de mettre de la conscience sur sa sexualité. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur nos sexualités, bah, c'est en y mettant de la conscience, en arrêtant d'en faire un sujet tabou, où on ne prend pas de recul, où on est aux prises avec ça. Bah, quand on prend du recul, on met de la conscience, donc on prend du recul, et puis on voit en fait ce qui se joue, et on peut choisir activement, bah ok, en fait, ce qui se joue, ça me convient, donc je le garde, ou ça me convient pas, et donc je trouve une manière de changer ça. Ouais. Voilà. Top. Bah ouais. Et tu fais des ateliers courts pour découvrir, pour les gens qui ont donc peur. J'ai des soirées. Et ils peuvent aller écouter ton épisode aussi. Ouais, tout à fait. Moi, dans les référentiels, les faits, de ouf.
L'effet radical. Ouais, l'effet radical. En 2 mots, pour moi, c'est un espace. Ah là là, en plus, j'ai trop peur de pas faire justice et tout. En plus, faut pas tout dévoiler. Mais c'est un mouvement à la base américain qui se propose, je trouve, de repenser le rapport entre queer, le rapport avec soi, le rapport avec la nature. Ouais. Et très concrètement... Et avec la spiritualité aussi. Et avec une forme de spiritualité, tu as tout à fait raison. Et du coup, très concrètement, moi, j'ai vécu des rassemblements dans un sanctuaire en France où, en fait, on se retrouve... En gros, c'est du camping. On va être très de base, où on partage toutes les tâches, on fait à manger ensemble, tout est très autogéré, on nettoie ensemble, on fait à manger ensemble, etc. Donc ça fait communauté autour de ce petit faire. Et il y a aussi tous les à côté. La spiritualité, ça va être des formes de rituels un peu, je trouve, à la fois très rigolos et sérieux, qui viennent te questionner. C'est des fées qui te proposent de faire des petites actions. Moi, j'en ai fait un sur le deuil. En fait, tu sais jamais si les gens sont des professionnels ou pas. C'est très J'aime beaucoup cette partie autogérée où en fait tu lèves la main et tu proposes des choses. Et c'est un endroit où il y a que des personnes queer ou très rarement. Moi, je sais pas si non, je n'ai jamais rencontré des. Et moi, ça a changé ma vie, quoi. Je trouve pas ça évident. La communauté, mais en fait, ce que je dirais en un mot, c'est que je vois des exemples de vie queer heureuse. Tu vois, on a parlé dans l'épisode précédent des années SIDA, parce qu'un de mes référentiels, c'était ça, et on a dit qu'on leur doit aussi beaucoup grâce à la PrEP, mais c'était un référentiel où j'avais peu accès à des belles histoires. Et là, je trouve que chez les fées, je vois des personnes plus âgées, ou des personnes d'ailleurs moins âgées, c'est pas tellement une question d'âge, qui font des choix de vie, des formes d'amour. Voilà, le podcast m'a vachement aidé aussi sur la question des normes et des conventions. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux chez les fées radicales ? Moi, j'ai vachement vu l'évolution. Justement, on parlait de la féminité, donc tout ce que j'avais supprimé. Pour moi, la féminité, elle est en lien avec ma sexualité parce que c'est un peu en lien avec qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Il y a toujours le sous-texte de si t'es pénétré, t'es féminin, point d'interrogation. Il y a tous ces méli-mélos. Hein. J'entends que c'est pas directement le sujet, mais quand même un peu dans ma tête. Et vraiment, chez les fées, donc il y a un endroit, il y a une maison notamment, où il y a une pièce où il y a plein de costumes pour te mettre en drague, pour te mettre en femme. Ou en clown, ou en créature, ou en te déguiser, quoi. Et alors vraiment, moi, les premiers rassemblements, si je prenais un chapeau, c'était vraiment... Waouh, c'était le... Ouais. J'étais tellement mal à l'aise avec l'idée de me déguiser et tout. Et là, au dernier rassemblement, genre, j'ai fait des tenues tous les jours. Et je me suis marré, quoi. Je me suis vraiment... Alors, j'ai un souvenir de Guillaume avec un chapeau alors je crois qu'il était tout en sequin blanc avec un petit veston comme ça en sequin blanc, donc sequin c'est de la matière un peu brillante, un peu genre en mode paillette, un pantalon blanc et un chapeau blanc et c'est tout vrai. Avec un petit gilet et tout, et évidemment torse nu sous le gilet et bouffante un peu, les manches elles étaient un peu bouffantes. Ah oui, ouais, c'était assez exceptionnel. C'était assez incroyable, et il se faisait évidemment arrêter toutes les 2 secondes par toutes les effets qui étaient là. Waouh! Mais parce que c'est aussi un endroit où t'es célébré. Je pense que la deuxième chose que les fées, là où les fées me transforment, et c'est très en lien avec ce qu'on s'est dit d'ailleurs, c'est sur cette question de la performance. Parce que on a à cœur de se célébrer à des petits endroits, tu vois. C'est tout l'opposé de ma mère qui dit « Mais pourquoi tu mets du vernis à ongles ?» C'est, franchement, tu mets le pire vernis à ongles sans savoir faire, il y en a partout. C'est... Possiblement, les gens peuvent penser que c'est moche, mais t'auras plein de faits pour te dire wow. Oh, montre-moi ce doigt, mais c'est génial. Parce qu'en fait, au fond, je pense qu'elle sait, elle aussi, cette fée, que là, il se joue un truc dans ces détails-là, tu vois. Bien sûr. Et je pense notamment à une soirée en particulier de la culture des fées, où t'es invité à faire un spectacle, à te mettre en spectacle
sans talent. Hmm. À faire un spectacle, les personnes qui veulent choisissent un endroit de non-talent et viennent se montrer face aux autres. Et le rôle du public alors, des faits, ce n'est pas de consommer comme n'importe quel public face à un spectacle, mais mais d'aider à la vulnérabilité, enfin tu vois, de soutenir la personne. Quoi. Ouais. Bon, c'est pas toujours fait, c'est pas du tout un endroit parfait où les gens sont voilà, avec des petites pâquerettes et tout. C'est pas bisounours quoi. Mais j'aime beaucoup ces valeurs parce que ça nous ramène. Je pense que c'est pas par hasard que dans un endroit queer, on ait eu cette idée de nous faire sortir de notre performance. Bien sûr. Un peu ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur compenser. Moi, j'ai tellement longtemps voulu compenser, être assez. Moi, j'ai l'impression que ça raconte aussi quelque chose de la vulnérabilité qui est, comme tu disais, Baptiste, inconditionnellement soutenue. Et qu'en fait, t'as le droit d'être vulnérable sur scène quand tu participes, parce que tu parles du No Talent Show, t'as le droit d'être nul, t'as le droit de faire un truc bien, ça peut arriver aussi évidemment, mais ce truc-là, à l'inverse de la dissimulation dans laquelle la plupart d'entre nous avons grandi, d'un coup, moi, je trouve que les faits racontent et mettent en scène, au sens propre, ce moment-là de ouais en fait je suis comme je suis vulnérable et c'est ok et tout le monde est là ouais génial et c'est trop beau en fait. Ouais. Et ça libère une créativité de dingue quoi. De ouf. Ces trucs là moi dans les rassemblements de faits c'est vraiment là où je vois une créativité mais débordante parce que en plus vous êtes toutes les 4 fées on n'a pas dit. Oui. Ouais. Toutes les 3. On voit vraiment des choses vraiment qui sortent de la norme, et ça libère une créativité de dingue. Quoi. Et t'arrives à savoir, toi, dans cette découverte-là du costume, le dernier rassemblement où t'as changé de costume plusieurs fois, est-ce que t'arrives à reconnecter un truc de ton enfance ou c'est un truc qui était peut-être pas autorisé Ouais, de ouf. Ah ouais, de ouf. Bien sûr. Tu voulais te déguiser, c'était pas possible. J'ai en tête la photo de toi où tu fais de la danse que t'as publiée sur les réseaux. Sur Instagram, ouais. C'est ça qui me vient, je sais pas si c'est lié, mais... ouais, complètement, ouais. Bah, moi, je me souviens être très attiré par les chaussures à talons de mon arrière-grand-mère dans le grenier, ainsi que le rouge à lèvres de ma grand-mère, et qu'on m'ait dit non mais tu fais quoi c'est non, quoi. Je me souviens... Péché. Ouais, c'est péché. Je me souviens d'avoir honte, d'avoir peur qu'on me trouve. Tu vois, l'enfant en moi savait qu'il fallait se cacher. Wow. Donc c'est sûr. C'est sûr que le podcast, parce qu'il y avait un des points, là je suis en train de les mélanger parce qu'il est tard et on est fatigué, donc on va conclure tranquillement si on en a envie, mais un des trucs que le podcast a fait, c'est qu'elle a mis en lumière, c'est quoi la norme, les normes que l'on attend de moi. C'est une évidence, mais quelque part, le podcast a été vraiment un endroit pour moi de rechoisir les bouts de normes qui me vont bien et les bouts qui me vont pas. Tu vois. Et je trouve que les faits, ça m'a beaucoup aussi aidé. Mais le podcast, quand t'entends la diversité des choix alors, amoureux, pour moi, c'est tu vois, les gens qui décident de faire trouble ou pas, comment ils vivent leurs amours, tu vois. De voir qu'il y avait en fait plein de formats, moi ça m'a vachement inspiré, ça m'a vachement libéré. J'étais très très bloqué dans je serai heureux quand je serai en couple. J'étais très dans le couple monogame. Aujourd'hui j'ai le cœur ouvert, mais franchement si je devais être célibataire toute ma vie, en fait célibataire pour moi c'est un mot vraiment vide. J'aurais eu plein d'amants, d'amoureux, d'amis, et il s'avère que aux yeux des hétéros j'aurais pas eu une relation durable. C'est ça être célibataire, j'imagine? Je crois que c'est ça, hein. Bon, je m'en fous. C'est plein d'expériences. Ouais, c'est pas le sujet, quoi. Et quelque part, pourquoi je dis tout ça? Parce que moi, quand je me suis déguisé en femme, j'avais toujours peur, quand je me déguisais, de pas être désirable dans le regard de l'homme gay qui cherche de la masculinité, m'étais-je dit. Je m'étais dit, si je suis efféminé, on va pas tomber amoureux de moi. Et ça, à Voltaire, pour le coup, t'étais servi à l'inverse, quoi. À Voltaire, je trouve qu'il y a plein de diversité dans la performance de genre. Tout à fait. Et aussi, je crois que je m'en fous. En fait, j'étais là, non mais moi j'ai envie de mettre... Il y a une jupe transparente. Vous l'avez en tête ou pas? En plastique, la rigide. La prochaine fois que vous y allez, vous pensez à moi, vous la mettez. Comme ça. Oui, exactement. Ouais, si j'ai jamais mise, mais je vois à quoi elle ressemble. Il le faut. Elle est un peu cassée
Et il y a un petit truc pour la réparer en métal, ça va te faire mal toute la soirée, sache-le. Ok. Mais ça vaut le coup. L'expérience. Ouais, non, franchement, j'étais là, non, mais j'en ai rien. Ouais, et c'est sûr que ça m'a énormément inspiré de voir le bonheur sous toutes ses formes sur le podcast, ouais. Et je pense qu'il m'a aussi beaucoup inspiré, et je trouve important de dire, c'est nos difficultés partagées, l'universalité, on se débat à peu près avec avec les mêmes choses, quoi. Chez les faits ou sur le podcast, en fait, c'est pas parfait. Donc, chez les faits, on a parlé des valeurs, c'est trop chouette. Moi, j'ai plein d'exemples où il y a des gens qui font le contraire, moi inclus, parce qu'on est rattrapé par nos vieux démons. Et ce que j'aime beaucoup chez les faits, c'est que c'est un endroit où je vois mes mécanismes à l'œuvre. Tu vois ? Je vois comment j'essaie de me défendre et je suis là, mais Guillaume, mon petit chat, pourquoi tu t'emballes là ? Il n'y a pas besoin, t'es en sécurité. Ici, il n'y a pas besoin. Ici, t'es en sécurité. Alors, ouais, je pense que la dernière valeur qui a transformé ma vie et la dernière chose des faits, c'est le cercle du cœur. Ouais. Et les cercles du cœur, on les entend dans chaque live parce que c'est de ça d'où vient les cliquetis là. Et le tss, pour moi, les cercles du cœur, donc en gros, le concept chez les faits, c'est que tu te mets en cercle et que tout le monde peut parler s'il le souhaite, il ou elle, sans limitation de temps et sans que les autres puissent réagir. Sauf du soutien ou du tss. Et tu vois, cette idée-là, que la parole en elle-même se suffit, que tu n'as pas besoin d'être organisé par un thérapeute, tout. Ben moi, je l'ai vécu dans les cercles du cœur. Et c'est ça qui a créé les lives, je pense. Ah ouais ? Qui les a inspirés, c'est sûr. Ouais. Voilà. Est-ce que on s'est tout dit ? Moi, j'ai envie de dire un dernier référentiel qui a été très important pour moi. Sur les épisodes plus récents de la dernière année, j'ai vraiment mis un soin à interviewer des hommes trans, gays ou queer. Et ça a été incroyable. Moi, ils sont dans mon cœur, quoi. Franchement, parce que je m'identifie énormément, parce que c'est venu me chercher à des endroits normatifs dans ma tête qui m'empêchaient aussi, parce que c'est des inspirations, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui s'est déclenché pour moi autour de ça, j'avais envie de dire merci à ça. Je regarde rapidement les questions. J'ai l'impression qu'on a répondu à tout, sauf la question à $10,000. Ouais. Which one ? Est-ce que ce serait pas la dernière bafouille ? Que fais-tu maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mais oui, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Ouais. Guillaume ? So what now ? Je vais... Alors attendez, qu'est-ce qu'on a dit que je devais dire ? On en a parlé un peu. On en a parlé un peu. On a parlé de Jachère. On a parlé de Jachère. On a parlé, ouais. En fait, moi, il y a un sujet qui me passionne, mais pour le moment, en fait, comme je suis trop fragile par rapport à la performance, j'ai directement mon cerveau ayant peur du vide. Moi, je suis très aligné avec ma décision d'arrêter le podcast, d'avoir vraiment envie d'une jachère, de pouvoir me reconnecter à... Puis je trouve que c'est une chance. Ok, je fais quoi après ? Et de prendre le temps et le soin. C'est vrai que j'avais un peu quand même créé une usine à gaz, genre putain, fallait enchaîner les épisodes et les vidéos et tout. Et donc j'avais pas l'espace du tout pour me connecter à ça et ça me va bien. Mais là tout de suite, j'ai un peu envie de repartir en mode projet, de peur du vide. Donc je ne vais pas faire cette erreur face à vous. Moi, le sujet qui me passionne, et j'ai plein de gens qui m'ont posé la question, c'est la question de mon rapport à ma famille, et de l'homophobie et de l'homosexualité dans ma famille, et la question des ancêtres. Donc les plus assidus ont entendu que moi j'ai grandi avec la connaissance d'un grand-oncle homosexuel, mais il est mort, j'avais 3 ans. Je l'ai jamais connu, et il était célibataire, et voilà, on n'a jamais vraiment... célibataire. Attends, ouais, on n'en avait jamais parlé. Et l'air de rien, je pose il y a quelques années, je sais pas pourquoi, un jour je pose la question, mais avait-il des amoureux d'ailleurs ? Je me souviens très bien. À qui tu poses la question ? À un oncle qui me dit, bah oui, bien sûr. Et il était pendant longtemps avec un certain Michoubidou, c'était son surnom, Michoubidou.
Et là, il y a vraiment eu un peu une explosion dans ma tête où je me suis dit, mais attends, si tu connais son pseudo, mais c'est que tu connais plein de choses de lui et qu'en fait, pourquoi cet amour gay a été effacé de ma propre famille, quoi. Et là, j'ai une autre tante qui me dit, mais oui, je me souviens bien de Michou Bidou. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans la rue à Paris il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Donc Michou Bidou serait encore vivant. Et donc, j'ai décidé de partir à sa recherche. Et j'ai même recruté une détective qui l'a retrouvé. Et j'ai fait tout ça en enregistrant plein de sons, parce qu'à ce moment-là, en fait, le micro était comme un bouclier, une excuse. Et je comprends vraiment pour moi un peu un combat de vie. En fait, j'ai commencé avec le podcast sur la psychanalyse, je l'ai dit au premier épisode, là. Puis le podcast sexualité, m'exposer, raconter publiquement, comme pour percer un peu une homophobie que je ressens. Et la peur d'être exclu, quoi. Et donc là, j'étais prêt à parler à ma famille et à, du coup, pour retrouver Michou Bidou, je devais entendre ce qu'ils avaient à dire sur l'homosexualité de mon grand-oncle et mieux comprendre qui était mon grand-oncle, quoi. Et en fait, entendre des gros bouts d'homophobie quand même, mais aussi une famille très aimante. Un truc un peu complexe, un truc pas noir ou blanc, quoi. J'ai pas été tabassé, quoi. J'ai jamais été insulté. Et à la fois, tout ce qu'on s'est raconté là, tous les traumas, le stress minoritaire et tout, on est en plein dedans, quoi. Tous les non-dits et les silences. Et voilà, je suis avec ça. Donc j'avoue, s'il y a des auditeurs qui ont soit des idées, des envies, genre eux-mêmes dans leur famille, des trucs similaires, que ça inspire et qui ont envie de m'envoyer un email, guillaumefaidespodcasts@gmail.com. La seule chose, c'est que je répondrai pas forcément directement, j'ai envie de me laisser du temps, je verrai. Donc si les gens sont OK pour que je réponde pas, parce que moi, à chaque fois qu'on m'envoie un message, je m'oblige à répondre rapidement, parce que je trouve ça impoli sinon. Et du coup, ça me fout une pression. Donc je m'enlève cette pression. Mais s'il y a des gens qui veulent me partager, je sais pas, il y a peut-être des bouquins, il y a plein de trucs, enfin, ne pas hésiter. Et en fait, pour le moment, je trouve que c'est une histoire, elle me fait trop peur, en fait. J'ai trop de syndrome de l'imposteur, je me dis que je vais pas arriver à bien la raconter. Ça expose tellement de trucs. Puis en final, j'ai retrouvé Michou Bidou, mais ça s'est pas du tout passé comme je le pensais. La fin, elle est à la fois très heureuse et très malheureuse. Et à chaque fois que j'essaye de l'écrire, parce que j'aimerais bien en faire un podcast documentaire ou une autre format, en fait, à chaque fois que j'essaye, là, c'est une montagne et j'ai l'impression d'être en tongue. Et genre, c'est trop dur et je ferme l'ordinateur. Mais quelque part, pour le Guillaume d'avant le podcast, pour mon grand-oncle et pour les Guillaumes du futur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aurais tellement rêvé que mon grand-oncle, il me transmette des trucs, tu vois. J'ai rien. Il a pas fait son coming out. Il avait pas fait son coming out, en fait. C'est trop bizarre. Ils savent tous qu'il est homosexuel, mais ils savent pas comment. Il l'avait jamais dit. Mais il y avait Michou Bidou. Mais oui, on est sûr qu'il existait et on le connaissait. Il était souvent là. Mais non, je sais rien de lui. Et moi, en fait, je suis lasse de ce silence. Je suis lasse des silences, en fait. Moi, je veux que mes descendants... En fait, je veux mettre ma micro-pierre. Je dis pas du tout que je suis l'histoire queer de ma famille, mais il faut bien commencer quelque part. J'en ai marre qu'on se taise, tu vois. J'ai envie de dire, bon, on démarre en 2025. C'est ultra biaisé. C'est mon petit morceau. Je m'appelle Guillaume. Mais genre, putain, on va pas continuer dans l'ombre et dans le silence, quoi. Je suis lasse. Et c'est ça qui a cruellement fait défaut dans nos éducations respectives, quoi, le manque de modèles. Et donc c'est ça qui est fort pour la suite, pour les autres à venir, quoi. D'avoir un modèle imparfait, comme tu dis, mais au moins je peux me positionner, quoi. Ah bah ça, je suis d'accord avec ce modèle, ça je suis en adéquation, ça je suis en désaccord, mais au moins il y a quelque chose. Il n'y a pas un vide, quoi. Il n'y a pas une absence, il n'y a pas un silence, il n'y a pas un néant. Il n'y a pas une invisibilisation. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment pas simple. Je trouve ça pas simple parce que tu vois, justement, tu parles de modèle, de référentiel, donc je me fous une énorme pression pour pas dire de la merde, quoi. Alors du coup, moi j'enlèverais le terme de modèle et de référentiel, plutôt pour genre juste exposer des alternatives et des options, en fait. Juste qu'il y ait au moins une option, que ça existe, parce que moi je crois que, effectivement, moi, à part ce que je voyais à la télé, des Pride et du sida, bah ça existait pas, en fait. Juste là, tu le fais exister dans la vie réelle, pas à travers un écran, et c'est déjà ça, c'est déjà énorme. Ouais. En fait, j'ai l'impression
qu'il y a une colère en moi. Qu'est-ce qu'elle dirait, cette colère? J'ai envie, et je leur ai déjà dit, hein, et ça a fait peur à tout le monde. À qui? À ta famille? Ouais, à la famille et tout, parce que j'ai envoyé des WhatsApp, messages de groupe et tout. Il y a un guerrier en moi qui est là, mais je vais les défoncer, quoi. Et ce que je les adore. Genre, j'adore ma famille, on est très tribal. On se retrouve régulièrement, tu vois, on se retrouve régulièrement, tu vois, on partage des moments, je les aime d'amour, mes oncles et tantes. Ils m'ont aidé à faire ces recherches pour retrouver Michou Bidou. Ils m'ont répondu avec honnêteté ce qu'ils savaient. Mais en fait, et certains ont exprimé du remords, ont exprimé un chemin parcouru, enfin c'est magnifique, quoi. Mais moi, je suis là avec ma colère à dire, mais c'est tellement trop tard, quoi. Et puis en plus, je dois tellement y aller au maillet, là, comment on dit, là, les instruments Au burin. Oh là là, putain. Ah là là. Et genre ma tante chérie d'amour qui, elle, m'a aidé à retrouver Michou Bidou, qui m'a dit, moi, je l'ai retrouvé dans cette rue-là et ça a été déterminant pour le retrouver. Je l'ai revu récemment et je racontais ça à je sais plus qui et elle m'a entendu, elle m'a fait, ah bon, t'as vécu de l'homophobie? J'étais la même meuf. Alors que je suis allé, on a fait un entretien pendant 2 heures et tout, genre je suis là, mais elle le disait pas parce qu'elle est méchante et tout. Elle disait, moi j'ai dit, j'ai vécu de l'homophobie dans la famille, quoi. Et bah elle a toujours pas compris. Mais moi ça me fait écho au sujet des gens privilégiés qui se rendent pas compte de leur privilège. C'est-à-dire qu'en fait quand t'es hétéro et que quand tu vis dans un monde hétéro, tu peux pas t'imaginer ce que c'est en fait. Donc je pense que c'est... Enfin, je suis pas sûr que ce soit forcément plus que ça. Je veux pas essayer de banaliser. Non, mais t'as complètement raison. Il y a un truc de privilège où en fait c'est super difficile de faire prendre conscience à quelqu'un qui est privilégié, je trouve. Bien sûr. Ouais. Ça raconte aussi ma sensibilité parce que c'est vraiment une tante alliée. Maintenant, elle a fait un énorme chemin. Et donc, je me sens... En fait, j'ai l'impression, quand t'es modèle référentiel, quand j'ai l'impression de devoir vraiment faire un truc stylé parce que personne d'autre avant n'a fait. En plus, j'ai envie de le faire publiquement parce que c'est ça c'est comme un peu une forme de l'art pour nettoyer, tu vois, comme les gens qui te disent, qui écrivent des chansons quand ils ont le cœur brisé, comme moi je sens vraiment qu'il y a ça. Et à la fois j'ai peur, quoi. J'ai super peur. J'ai peur de ma colère, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de me tromper, ouais. J'ai peur d'être injuste, ouais. Et ouais. Je suis encore en deuil, quoi. De cette histoire? Ouais. Je suis encore en deuil et tout. Ouais. De la vie que mon grand-oncle a eue, de la vie qu'il a eue avec Michou Bidou et tout. Parce que du coup, ils n'ont pas vécu ensemble, mais ils se voyaient souvent. Mais de ce que j'ai découvert sur Michou Bidou, ça me donne juste envie de pleurer, quoi. Ouais, c'est triste. Moi, je trouve que c'est trop triste. Je vais te trouver des trucs beaux et tout. Il y a des trucs trop beaux qui ont, tu vois... Mais bon, j'ai l'impression de me raccrocher aux branches et tout. C'est juste un monde tellement homophobe, tellement violent dans lequel ils ont grandi. Et en fait, moi, par essence, dans les années... Je suis né en 86, moi, j'étais dans ce gaz-là, quoi. Un gaz invisible. Et on est tous nés dans ce gaz-là, en fait, du coup. Enfin, je veux dire, ce gaz homophobe... Invisible... Ouais, où j'ai pas été insulté ni tabassé, mais il y a quand même des trucs, et donc des trucs très concrets. Et puis en plus, bon, il y a quand même il y a aussi un enjeu du déni, l'oubli, quoi. Ouais, l'oubli. Moi, je sens mon cerveau est déterminé à oublier, hein. À oublier, à effacer et tout, parce que c'est trop dur, en fait. Donc en faire un podcast et imprimer à jamais, Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Guillaume dans 4 ans? Oui. Moi, en fait, il y a un truc très intime que je retiens du podcast. Moi, j'adore être une personne publique. Je trouve, j'ai vraiment en moi, franchement, je trouve ça trop cool, quoi. J'ai l'espace. Je sais que c'est pas très humble et tout de dire ça, mais ce que je veux dire... Ah ouais, moi franchement, croiser des gens qui me disaient « Ah, t'es Guillaume du podcast, ça m'a trop aidé. » Franchement, magnifique, quoi. T'as pécho à mort, non? Du tout. Du tout. Mais merci de le dire. Dis la vérité, Guillaume. J'ai en tête peut-être 2 échanges. Nous, Et moi qui ai conduit... 2 échanges sur 4 ans?
Ah, je te promets. Ou t'as pécho parce que les gens te reconnaissaient C'est en pas tant que rentable, podcasteur. en fait, hein. Non, je pense. Ouais, non, c'est pas rentable. Je pensais à un gars où je me suis dit, je pense qu'on a couché ensemble. Il y en a un deuxième qui me vient. Mais sinon, non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Si vous voulez lancer un podcast pour pécho, faites pas ça. Ouais, non. Ou en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense, je sais pas pour quelle. Peut-être aussi, moi, j'incarnais quand même une voix pas toujours très cool aussi, tu vois. Pas des trucs super fantasmants, peut-être, je sais pas. En tout cas, cette célébrité, cette notoriété, Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Elle t'a nourri, quoi. Ouais, merveilleux parce que franchement, j'ai la mort d'avoir la vie de Marion Cotillard, la mort d'être, enfin c'est horrible d'être une célébrité, de plus avoir de vie intime et tout, mais à mon tout petit niveau, j'ai trouvé que c'était magnifique, quoi. J'ouvre Grindr, n'importe où dans le monde, il y a des gens qui m'envoient des messages trop choux. Trop bien. C'est magnifique. Moi, je trouve que franchement, ça m'a motivé, et ça m'a motivé pendant 4 ans en vrai, quoi. Trop bien. Mais en revanche, la part d'ombre, c'est que j'étais vachement addict à la validation, quoi. Ouais. Tu vois, j'étais à la course au like, et aujourd'hui, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que, bon, on a parlé de ce projet des ancêtres gays, j'aimerais trop en faire un truc stylé, mais ce qui m'empêche, c'est quand j'ai mon petit cerveau qui me dit, putain, faut que ça cartonne, faut que tu sois vraiment excellent, faut que ça cartonne, et moi je suis, ah, mais ta gueule, putain, mais... Enfin, non, moi j'aimerais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est j'aimerais avoir de la joie, de la curiosité sur mes projets, quoi. Et puis, tu vois, à tenir ce petit fil de joie, de me dire, putain, je pense que ça a un sens. Et de me foutre la paix. J'aimerais vraiment prendre une pause où je me fous la paix. Et puis après, s'il y a des trucs qui émergent, il y a des trucs qui émergent, mais... Et célébrer plus. Genre célébrer quand même. Genre célébrer quoi? Célébrer. Ouais. Je me pose la question de faire une teuf à Paris. Mais célébrer, tu vois. Teuf de clôture du Ouais. podcast. Ouais. Célébrer. Ça serait cool. J'adore. Et Moi voilà. aussi, j'adore. Ouais. Et sur la sexualité, l'intime, en fait, moi franchement, je trouve tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est un équipement de ouf. C'est des outils magnifiques qui jamais me quitteront, que jamais je ne parviendrai à parfaitement manipuler, tu vois. Mais du coup, t'as toute cette magnifique trousse à outils, puis je vais galérer avec ma trousse à outils, mais en fait avoir plein de kiff avec des hauts et des bas, quoi. Et j'ai l'impression que c'est sans cesse évolutif. Voilà. Trop bien. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. mes petits merci choux. d'être livré. Ouais. Merci à toi. Et puis merci pour ce podcast. Oui. Merci pour ce podcast, Au nom de tous Guillaume. les auditeurs. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu de passer de l'autre côté de micro. Ouais. Les auditeuristes, Auditeurs, parce que 15% de femmes que j'embrasse. Ou pas, enfin que je salue. On nous Et embrasse qui je fais sur la joue. kikou. Non mais ouais. Ouais, merci. Ouais. J'avais trop peur de pas dire les bonnes choses ou d'oublier des trucs, mais non, franchement, tout a été bien dit, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai envie qu'on s'entraide. De ouf. J'ai envie qu'on s'entraide, quoi. Dans ce monde, putain, la violence. Il y a plein de violences et il y a des violences homophobes et transphobes et j'ai trop envie qu'on s'entraide. Ça sera mon mot de la fin. Qu'on s'entraide. Yep. Bravo à toi, Guillaume. Merci. Bravo Guillaume, merci. Merci, les petits choux. On se fait un hug. Un hug partagé. Partagé. Ah, j'ai grand. Merci, les petits choux. Ça va? Et toi? Soulagé? Ouais, je suis content. Trop cool. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé.
Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditorices. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.